Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. En Europe, on a globalement des indices qui sont en revanche à peu près stables et c'est ce qu'on verra en France également. Bon, je vais passer quand même assez vite sur les évolutions de la semaine pour plus se focaliser sur les 2 semaines qui viennent et les nombreuses publications semestrielles qui sont prévues, en particulier dans notre univers des small et mid caps, et tout ça, des publications qui nous permettront de mieux quantifier l'impact du conflit au Moyen-Orient, notamment dans nos valeurs françaises ainsi que les valeurs européennes. Alors, le CAC 40 finit tout à fait stable finalement vendredi. Néanmoins, on a 70% de valeurs en hausse. La semaine était globalement positive, mais il y a des contributeurs importants qui ont pesé. Et eh bien, on revient toujours à cette thématique des valeurs liées à l'IA et au data center. Et en premier lieu, ST Micro qui cède encore 13,2%. On est quand même toujours à plus 140% depuis le 1er janvier. Et dans cette même thématique, on retrouve Legrand qui a cédé moins 3,8 et Schneider Electric moins 2,7%. Voilà pour les contributeurs les plus importants à la baisse. L'autre secteur qui s'est distingué, c'est l'aéronautique avec Safran et Airbus qui ont chacun reculé de 2-3%, 2%, pardon, 2% pour Safran, moins 1,5% pour Airbus. Enfin, dans le contexte de remontée des prix du Brent, eh bien, tout le secteur du tourisme est affecté et ça s'est traduit par un moins 2,9% pardon, moins 4,4 pour Accor, qui est en repli de moins 2,9 depuis le 1er janvier. En hausse, eh bien évidemment, Total Energy, ça c'est pas une surprise. Et au-delà de cette hausse de Total, on marquera la progression de 5% de Stellantis, qui est ensuite la plus forte progression hebdomadaire dans l'indice. Le groupe a publié jeudi ces chiffres d'immatriculation, 1,4 million de véhicules immatriculés au premier semestre dans l'Union européenne. C'est une hausse de 3,8% sur la même période de 2025. Une performance qui est légèrement supérieure au marché, une part de marché qui atteint 16,7%. Voilà, les chiffres 2025 étaient faibles, donc la base enfin, il y a un effet de base. Néanmoins, bon, il y a un léger mieux chez Stellantis. Hormis Stellantis, on a plutôt des valeurs défensives qui s'en sortent, hein, avec des Sanofi, Orange, Veolia, qui sont en hausse. On a eu également au cours de la semaine la publication de Richemont qui a permis une remontée du secteur du luxe, vraiment une légère remontée. Hermès est à plus 2,4 et LVMH à plus 1,1. Enfin, il y a eu quand même déjà quelques publications et on notera en particulier celle de Publicis qui a relevé son objectif de croissance organique annuelle. Le groupe vise désormais plus 4,5 à plus 5%, contre plus 4 à plus 5. Et le groupe s'est montré confiant sur la poursuite de sa dynamique de croissance bénéficiaire en 27 et 28, avec des BNP ajustés attendus en hausse de 8 à 10% sur les prochains exercices. Voilà pour le CAC 40. Le Next 20, qui est l'indice français qui affiche de loin la meilleure performance de la semaine, il est en hausse de 1,3%. Une hausse qui a été largement tirée par Edenred, qui a pris 12,6%. Edenred qui a profité d'une note sectorielle positive de Morgan Stanley, qui estime que les risques réglementaires ont été un peu exagérés par le marché et qui estime qu'il y a donc du potentiel sur Edenred et sur d'ailleurs son concurrent Pluxee, et un upside de 2,38% selon l'analyse de Morgan Stanley. Edenred publiera d'ailleurs cette semaine, comme beaucoup de valeurs, ses résultats semestriels. Derrière, on a Klépierre, qui est le secteur des foncières, qui a bien performé, qui gagne 4,5% et qui a permis également à l'indice de progresser. Et là, c'est une note d'Oddo BHF qui a soutenu le titre. En baisse, sans surprise avec ce que j'ai déjà explicité initialement sur la purge des semi-conducteurs, eh bien Soitec a perdu 10,9%.
Le titre reste en hausse de 277% year to date. Voilà, les autres baisses, on a Bivax et Ipsen dans le secteur de la santé qui ont reculé. Si je passe maintenant aux valeurs moyennes, le CAC Mid 60, moins 0,1%, donc une performance stable à l'instar du CAC 40, 55% de valeurs en hausse. En tête, on a là aussi des foncières qui ont tiré leur épingle du jeu avec Gecina qui a gagné 3,6%. Euraseo dans les sociétés de participation qui gagnent 6,1% également. Voilà pour les principales hausses. On a Pluxee donc, qui a gagné près de 4% bénéficiant de la même note de Morgan Stanley comme Edenred. Et puis la plus forte progression, c'est SEB, plus 7,1%. Il n'y a pas eu, on n'a pas vu d'informations spécifiques, mais là, il y aura la publication mercredi du groupe. Du côté des baisses, la baisse la plus forte, c'est Vusion Group, moins 14,7%. Il y a eu une initiation de couverture d'Alpha Value avec une note à vendre qui a pesé sur le titre. Voilà, on attendra les résultats semestriels le 30 juillet pour voir justement comment le groupe gère la fin du contrat avec Walmart et l'impact à la fois sur la croissance et la génération de cash. Toujours du côté des baisses, bien, Aéroport de Paris a souffert de l'impact de la remontée du prix du baril à l'instar de l'ensemble du secteur du tourisme et des aéroports en particulier. Et d'ailleurs, dans le secteur, Vinci a indiqué que sa filiale aéroportuaire avait enregistré une baisse de son trafic passager au T2. Voilà pour le secteur aéroportuaire. Le secteur des satellites a lui aussi consolidé avec SES Global et Telsat qui perdent respectivement moins 4 et moins 8,7% pour Eutelsat. Enfin, quelques biotech qui sont dans le rouge. Nanobiotics, moins 12 et Medincell, moins 7%. Medincell a annoncé jeudi l'allongement de 3 ans de la maturité de sa dette et l'obtention de 28 millions de nouveaux financements bancaires. Voilà pour les évolutions. Un dernier mot sur Elis. Elis qui a cédé 2%. On a eu la semaine passée l'annonce du fonds de pension canadien qui détenait 9% du capital, qui a réalisé un placement privé de 8% du capital avec une décote de 4%. Passons maintenant au CAC Small. Là aussi, on a globalement une stabilité, plus 0,2%, 56% de valeur en hausse. Alors, pour les soutiens de l'indice, on a le secteur globalement de la construction et de la promotion, avec Nexity qui gagne 3,5% et Kaufman plus 2,8%. Sur Kaufman, on a eu la notation de Fitch Rating qui a été confirmée sur la dette. Séché Environnement gagne 6,6%. Le titre rebondit. Il avait touché un point bas le 9 juillet. C'était le plus bas depuis mars. On notera que depuis 2 mois, il y a des renforcements réguliers de la famille Séché. Et par contre, sur Séché, est à noter que la prochaine publication n'est qu'en septembre, les résultats semestriels, donc il n'y aura pas d'actualité à court terme. Toujours parmi les hausses, dans les plus petites valeurs, Lacroix, plus 18%. On est désormais à plus 72% depuis le 1er janvier. On poursuit sa remontée depuis sa restructuration, la cession de sa filiale américaine. Le refinancement, on a eu un retour de la croissance au T1 et bien, le T2 sera publié jeudi. Aramis Auto a également progressé. Le titre publiera lui son T3 également le 23 juillet. Alors, il y avait une révision en baisse des prévisions annuelles au mois de mai. Donc on attend une année de transition, mais le directeur prévision en baisse avait fait chuter le titre le 19 mai. Et depuis, le titre a progressivement comblé le gap baissier qui avait été créé à ce moment-là. Dans le
secteur pétrolier, North Atlantic Energy, le ex-Esso, gagne 8,7% et est en hausse de 55% year-to-date désormais. Enfin, du côté des actualités, la plus marquante, c'était vendredi l'annonce de Lumibird de négociations exclusives en vue de la cession de sa division médicale, une opération qui était attendue depuis longtemps, hein, maintenant, il y a presque une année. On avait écrit en mars dernier sur Lumibird d'ailleurs, en évoquant ces hypothèses, enfin, ce processus de cession du médical. Donc l'opération est en cours de conclusion pour 300 millions d'euros, plus 50 millions d'earn-out. Une opération, alors sans earn-out, qui ferait apparaître un multiple de 12,4 fois le BE 2025, qui était publié en 2025. Donc, si les earn-out sont payés, on se rapprocherait des 14-15 fois, qui paraît un montant assez correct pour le secteur. Lumibird va désormais être reconcentré totalement sur la photonique et les secteurs de la défense et de l'industrie. À la suite de la cession, le groupe va pouvoir totalement se désendetter, hein, puisqu'il avait 80 millions de dettes nettes jusqu'alors. Le solde du produit de la cession du médical pourrait être utilisé pour faire des acquisitions et faire du groupe un des leaders de la photonique en Europe. S'il ne parvient pas à trouver des cibles à court terme, avec un dividende exceptionnel pourrait être envisagé. C'est ce qu'a indiqué le groupe lors de sa conférence téléphonique. Si on regarde le profil de Lumibird après cession, on aurait une valorisation de l'ordre de 16 fois le BE 2025. Donc en considérant juste la partie photonique, sachant que cette partie photonique a réalisé 14,5% de croissance au T1 avec une amélioration de la marge, donc ce serait plutôt un multiple certainement de l'ordre de 13 fois le BE, ce qui resterait intéressant compte tenu de la dynamique de croissance dans ce secteur. Un mot des baisses sur le CAC Small. On a XFAB et OVH Cloud qui ont subi le mouvement de purge, donc dans les data centers et les semi-conducteurs. On a également 3 biotech qui complètent le bas du classement. Genfit, qui lui avait beaucoup progressé ces dernières semaines après l'annonce du remboursement de son médicament pour la maladie du foie gras. Donc, il y a une consolidation. AB Science, qui lui en revanche a annoncé l'interruption de 3 études cliniques sur son produit masitinib pour justement concentrer ses efforts sur une seule application. Et puis Carvolix, qui recule également de moins 12,5%, mais qui reste en hausse de 249%. Enfin, vendredi, Française de l'énergie a reculé de 14%. C'est d'ailleurs la baisse sur le... Non, pardon, il a reculé de 14% sur la semaine, avec une baisse assez marquée vendredi, après l'annonce d'un impact négatif de 3,8 millions d'euros de la volatilité des prix de l'énergie sur ses positions de couverture. Hors indice, rapidement, on a quelques hausses, je dirais surtout sur la consommation et la distribution, avec des Jacques Bogart d'Amartex qui progressent, ainsi que Monsieur Bricolage. Et en baisse, on retrouve des valeurs qui avaient flambé récemment, comme Lighton dans l'IA, et de CRSI qui, lui, continue de souffrir, moins 15,4%. Il y a eu une réponse détaillée au rapport publié le 18 juin dernier par le vendeur à découvert Grizzly. À la suite de la lecture de ces réponses détaillées, on pense que c'était pas très utile comme réponse. On a l'impression que le groupe a largement botté en touche. Mais bon, on verra les prochaines publications certainement plus clairement pour voir l'évolution du cash et de la croissance de CRSI. Et c'est ça qui sera certainement un indicateur plus pertinent. Toujours au rayon des baisses, Katana est en repli après la publication de son CAT3. CAT3 qui
qui a reculé de près de 21, de près de 20%, 21% exactement, en publié comme en organique. Nous, on attendait moins 25, donc pas de grande surprise, hein. On n'a pas les commandes, le carré de commandes était en baisse dès les derniers 12 mois, donc il n'y a pas de changement de, de rythme de livraison et de comptabilisation du chiffre d'affaires. L'année sera en net repli. La news sur Katana, c'est le feu qui a touché, l'incendie qui a touché son site du Canet en Roussillon. Donc là-dessus, le groupe s'évolue rassurant. Il y aura un impact assez négligeable sur les comptes de 2025-2026. Et il y a les assurances qui couvrent les pertes d'exploitation qui interviendront en 26-27, puisqu'il y a eu 6 bateaux qui ont brûlé. Il y a une partie du site également qui ne pourra plus utilisée. En revanche, le groupe travaille déjà à la reconstruction d'une nouvelle unité de production à proximité sur le site du Canet en Roussillon. Bon, finalement, je dirais que dans son malheur, le groupe a plutôt un timing plutôt positif puisque la demande est actuellement assez faible. Donc le fait que la capacité de production soit limitée à court terme n'est pas nécessairement trop problématique. Et il va pouvoir se concentrer sur la modernisation de son outil de production. Clairement, il n'y a pas de catalyseur à court terme sur Katana. Euh, voilà pour les grands mouvements. Je passerai rapidement sur l'Europe pour aller directement sur les publications, mais le stock small a fait plus 0,2%, donc il est globalement lui aussi stable. Un mot néanmoins quand même sur l'intérim, puisque Randstad a gagné 13,6%. Et voilà, on a l'impression qu'il y a quand même un frémissement sur le site, sur le secteur du travail temporaire. Adecco a également gagné 9%. Et on a également vu que Prism Emploi en France a publié les chiffres du mois de mai la semaine passée. Et que, eh bien, pour la première fois depuis de nombreux mois, on a eu une progression de plus 0,5% en glissement annuel pour le secteur. On était à moins 1,2 au T1. Donc il y a quand même un léger mieux pour le secteur. C'est en particulier concentré dans l'industrie et les services. Également les services à la personne et dans le secteur du médical et de la santé. Voilà, un signal donc un peu plus positif. Néanmoins, on observe qu'en France, dans le secteur de la construction, on est toujours orienté à la baisse. Voilà pour les principales évolutions que je voulais commenter. Un mot de notre buy list et de nos valeurs favorites qui ont bien performé la semaine passée, puisque les 10 valeurs affichent une progression de 1,4%. 80% de valeur en hausse, donc un mouvement assez général. Une performance qui a été notamment tirée par Alten, qui gagne plus 5,6%. C'était un mouvement de rebond globalement des ESN, hein, avec Capgemini en tête. Mais voilà, à l'approche des publications trimestrielles, on a un léger rebond. Justement, sur les publications trimestrielles, on attend Virbac ce soir, Delta Plus mardi et ID Logistics mercredi. Euh, alors, les publications de la semaine passée, j'ai déjà évoqué celle qui était mauvaise, c'est Katana. Voilà, mais c'était sans grande surprise. On a dans le secteur mis à jour nos estimations et revu notre objectif de cours sur Fontaine Pajot, qui reste notre valeur favorite du secteur. Fontaine qui a quand même bien mieux résisté, qui a vu son résultat semestriel baisser, mais on a un EBE qui a baissé de 50% et une marge qui reste quand même à 9%, au-dessus de 9% au niveau de l'EBE. Donc on pense que Fontaine Pajot reste la valeur à privilégier dans le secteur. Euh, Parmi les autres publications, Plastivaloir, qui a amélioré son résultat opérationnel courant de 37%, qui est le résultat net qui repasse positif sur le S1, c'était attendu. Les marges ont bien tenu au S1, on est à 9% en marge d'EBITDA. Il faut dire que l'activité est en croissance. Mais il y a quand même un bémol, c'est que le S2 sera plus compliqué, qu'il y a des pressions inflationnistes et que la prévision sur l'année de marge d'EBITDA, elle est désormais entre 8,5 et 9%, donc inférieure aux 9%
précédemment visés et aux 9% qui ont été dégagés sur le S1. On reste prudent sur le dossier, même si les résultats s'améliorent. On a quand même toujours un sujet sur la capacité du groupe à générer du cash, puisque il y a eu des CAPEX qui ont été vraiment réduits au minimum, un BFR également qui a été largement réduit. Et si le groupe veut prendre de nouveaux contrats, il devra réinvestir dans ces outils et certainement au niveau du BFR. Donc il y aura une difficulté clairement à gérer les deux en même temps. La bonne publication de la semaine, c'était Athème. Et je vais peut-être laisser dire un mot à Robin sur Athème. Oui, bonjour. Oui, Oui. Est-ce que vous m'entendez? ouais, c'est bon. Athème qui a publié donc son chiffre d'affaires T2 avec une très très forte croissance qui nous a, on peut le dire, surpris, hein, et ce qui a surpris également la direction. Le fait est que Athème performe depuis 9 mois, ce qu'il n'avait pas montré pendant plusieurs années. Donc toujours un peu difficile de savoir avec Athème parce qu'il nous a habitués avec quelques semestres, historiquement, avec quelques semestres bien orientés et un retournement. Bon, là, ça a l'air d'être pérenne. On voit surtout, toutes les zones ont clairement progressé, mais on note surtout la percée en Amérique du Nord. Donc, avec des progressions qui font autour de 60% sur le T2, donc c'est toujours difficile à savoir. On note quand même un écart de performance entre la croissance du MRR et la croissance du chiffre d'affaires en tant que tel. Et la direction a évoqué qu'il n'y avait pas un grand changement de mix, donc toujours avec une part logicielle et une part serveur. On n'a pas le détail précis, mais ça nous interroge quand même. Bon, quoi qu'il en soit, il faudra surveiller ça, voir l'évolution dans l'avenir, mais à l'instant T, et les résultats du S1 vont être bons et sans retournement majeur, l'année 2026 montrera ou confirmera en tout cas le redressement des résultats qui est intervenu déjà en 2025. Voilà, donc aujourd'hui, le seul point, entre guillemets, maintenant noir, c'est la valorisation, qui est le titre est déjà bien valorisé. En tout cas, ça va impliquer d'être capable de maintenir des performances de croissance aussi solides dans les années à venir. L'historique nous a montré que c'était compliqué. Maintenant, peut-être qu'il y a eu un changement de marché. Là-dessus, on a encore moins, on n'a pas une visibilité complète là-dessus. Voilà. Merci Robin. Dans la tech, hors Stock Guide, on notera que publication quand même assez encourageante de Calray et Walix qui ont tous les deux publié des croissances à deux chiffres. Les titres ont plutôt consolidé parce ils ont déjà fait un très beau parcours, mais voilà, on note que ces premières publications sont en croissance et dans un tout autre secteur, Thermador a également publié un chiffre d'affaires T2 en croissance et une croissance qui accélère par rapport au T1, ce qui pourrait être un signe positif pour le secteur de la construction. Voilà, pour terminer, un mot sur les nombreuses publications de la semaine, hein, puisqu'on attend 24 publications dans notre stock guide, en particulier jeudi, hein, puisque la moitié des publications seront concentrées sur la soirée de jeudi. On a quelques grands secteurs qu'on attend, les services informatiques et l'intérim, avec Synergie, Crit, sur lesquels on attend un T2 qui devrait être très correct après un T1 qui était en croissance malgré un marché français assez atone, enfin, voire qui était plutôt en léger repli. Donc, comme le secteur en France est stabilisé, ça devrait être plutôt correct dans les deux cas. On a des valorisations qui sont très basses et malheureusement pas trop de catalyseurs, mais si l'amélioration observée au mois de mai se confirme, on pense qu'il devrait y avoir un rebond sur ce secteur. Et dans les ESN, on attend OB et Sword notamment de des valeurs qui affichent des croissances à deux chiffres qui ont affiché des croissances à deux chiffres T1 qui sont des valeurs qui, dans le temps, ont toujours bien performé en termes de croissance organique. Donc, on pense qu'au T2, on devrait avoir une dynamique qui devrait se confirmer. Ce qu'on a eu, le retour de Numéum la semaine dernière a montré que la reprise du secteur en France n'était peut-être pas aussi fort et généralisé qu'on pouvait l'attendre il y a 6 mois. Mais ce qu'on a retenu quand même de cette communication, c'est que les grands acteurs du secteur
arrivent à eux, je dirais, récupérer la demande et que à 80%, ils déclaraient être en croissance. Donc on pense que ça devrait se traduire chez OB et chez Sword. Et bien après je dirais que la baisse qui a touché ce secteur en raison des craintes liées à l'IA, il y a quand même un potentiel de revalorisation significatif. Dans tout ce qui est industrie automobile et agriculture, avec Hawkwell ou Excel Industries, et là on n'attend rien de positif. Sur la consommation, ça va être également compliqué pour tout ce qui est dans les spiritueux avec Neo, dans le et dans l'ameublement, on privilégie toujours vente unique, compte tenu de son positionnement pure player online qui ne cesse de gagner des parts de marché, alors qu'un acteur comme Roche-Beaubois, même si il s'en tire mieux que Maison du Monde, connaît toujours une dynamique assez atone. Voilà, j'ai déjà évoqué les trois valeurs de notre stock guide, hein, Virbac, Delta Plus, de notre buy-list, pardon, Virbac, Delta Plus et ID Logistique qui publieront. Et on aura également un œil sur l'ISI dans l'aéronautique, hein. L'aéronautique est un secteur qui reste extrêmement porteur et on est toujours positif sur l'ISI. Dans le secteur, il y a Figeac Aéro également qui, d'un point de vue spéculatif, est intéressant. Dans un tout autre secteur, Ipsos publiera également. Là, on attend rien de spectaculaire, mais sur Ipsos, on a une valorisation qui reste extrêmement basse. Donc, dès qu'il y aura une publication qui ne sera pas mauvaise, on aura à coup sûr une revalorisation sur Ipsos. Et puis, Interparfums. On l'a déjà évoqué depuis le début de l'année, mais on pense que ça va commencer à être. C'est une valeur sur laquelle il faut se repositionner parce qu'en 2027, il y aura un line-up important de nouveaux parfums qui vont sortir et qui vont soutenir la croissance. Et puis, à plus court terme, on aura un effet dollar qui va être moins négatif. Donc, au fur et à mesure des publications, ça va s'améliorer sur Interparfums et on a une valorisation qui a quand même rarement été aussi basse depuis très longtemps sur Interparfums. Voilà pour ce tour global de l'actualité. On en saura plus évidemment dans une semaine et notre conférence hebdomadaire la semaine prochaine sera très fournie en actualité avec le premier retour de ces publications et puis une projection sur les publications de la dernière semaine de juillet qui seront également très nombreuses. Pour terminer, on notera que la semaine dernière, le slip français a réussi son IPO. Voilà, c'est une petite opération finalement, mais qui est assez symbolique puisque la société est quand même connue et a une notoriété importante. Voilà, c'est bien qu'il y ait des nouvelles sociétés qui arrivent sur le marché. On espère qu'il y aura des opérations de taille plus importante avec des perspectives de croissance peut-être un peu plus forte que le slip français. Voilà, eh bien, merci à tous pour votre présence et on se retrouve avec grand plaisir lundi prochain pour faire le point sur toutes ces publications. Merci beaucoup, très bonne semaine à vous tous.